Ah ouais, je me parle. Bien, alors je m'entends maintenant, mais c'est pas grave. J'espère que les personnes présentes m'entendent aussi. Donc, je suis Yann Méhard, enseignant-chercheur et directeur du CNAM Intecmer. Et on va enfin pouvoir vous présenter les différentes formations de classement. Donc, il y a 3 formations, toutes les 3 Bac+3. La cadre technique en production et valorisation des ressources marines, qui tourne autour de la biologie marine. Le cadre technique génie de l'environnement marin, qui, comme son nom l'indique, tourne autour de l'environnement, mais du côté littoral, donc au niveau du trait de côte. Et en fait, les bachelors, qui sont aussi des cadres techniques, mais on a choisi de prendre un terme anglo-saxon parce que c'est une formation pour lesquelles les débouchés sont essentiellement à l'étranger. Et donc, océanographe, prospecteur. Donc, alors, je vais vous présenter Intecmer, puis je vous présente les différentes formations. Comment est-ce qu'on peut faire pour postuler chez nous? Comment les dossiers sont pris en compte? Comment ils sont jugés? Et après, quelles sont les compétences acquises? Quels sont les domaines investigués? Et quels sont les types d'emplois auxquels amènent ces formations? Donc, Intecmer, on a été fondé en 1981. On est centre 6, c'est la deuxième image que vous voyez. Donc, vous voyez le bâtiment principal et les bâtiments annexes. On est sur le site de Collion, donc à Tour-la-Ville, depuis 1986. Et donc, on a la chance, comme vous le voyez, d'être sur un site extrêmement privilégié au niveau de son environnement. Donc, on est une dizaine d'enseignants-chercheurs, donc qui apportent tous au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, bien connu pour sa formation continue, ce qu'on appelait avant les cours du soir, mais qui a aussi des équipes pédagogiques, donc c'est la nomination de l'Intecmer maintenant, c'est le nouveau nom, donc le PN8, mais on peut aussi nous appeler Intecmer ou CNAM Intecmer. Donc le PN, c'est pierre angulaire de l'organisation du CNAM. Bien, on a en fait une équipe qui est petite, mais qui a un avantage, c'est qu'elle est vraiment pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a 10 enseignants-chercheurs ayant chacun une spécialité dans les sciences et techniques de la mer. On n'a suffisamment à 10, bien évidemment, et puis on est des enseignants-chercheurs, on n'est pas obligatoirement des professionnels de tous les domaines des sciences et techniques, et donc on s'appuie sur des professionnels du secteur, bien évidemment, et actuellement on s'appuie sur un panel de 90 professionnels du secteur maritime. On a formé depuis 1981 environ 1500 étudiants, donc 1500 diplômés, qui travaillent, je dirais, dans la quasi-totalité des domaines de l'océanographie, et que ce soit au niveau régional, national et international. On a de très nombreux étudiants qui sont dans les DOM-TOM, mais qui sont aussi dans les pays européens, voire en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 3 diplômes d'établissement. Ce ne sont pas des diplômes d'État, ce sont des diplômes reconnus par l'établissement, qui sont à niveau Bac+3, c'est-à-dire au niveau licence, en fait. C'est donc, suivant la nouvelle nomenclature, un niveau 6. Donc le premier, c'est cadre technique, donc biologie marine, dont l'intitulé, le petit nom, c'est PRM, donc pour production et valorisation des ressources marines. Le deuxième, c'est cadre technique, donc GEM, pour génie de l'environnement marin. Et le troisième, c'est le bachelor, donc océanographe prospecteur. Je vous parlerai tout à l'heure des nouveautés concernant cette fonction. Les dernières modifications ont consisté à passer de 2 ans à 3 ans pour les cadres techniques PVRM et GEM. Et cette année, donc, on modifie la structuration et une partie des enseignements du bachelor océanographe prospecteur. Tout ça pour coller le mieux possible au milieu professionnel. Bien. Alors, d'après les études qu'on a faites au niveau européen, on est le seul institut, donc en France et en Europe, à délivrer ces formations qu'on peut qualifier de pluridisciplinaires, mais surtout professionnalisantes dans le domaine des sciences et techniques de la mer, au niveau donc Bac+3. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être recruté chez nous? Il y a 2 voies d'accès. La première, la formation initiale, c'est la plus courante, avec la possibilité de rentrer en étant titulaire d'un bac scientifique, technique, professionnel. D'accord? Les 3 types de bacs sont acceptés, bien évidemment, avec des modulations en fonction des options qui ont été prises en compte. Formation continue, c'est pour les gens qui ont quitté le milieu universitaire, qui ont peut-être commencé à travailler. Et donc, il y a 2 façons d'aborder les choses, dont on parlera tout à l'heure, la VAE, validation des acquis d'expérience, et la VES, la validation de l'enseignement supérieur. Donc, on a 3 formations, comme indiqué dans les 3 cadres de couleurs différentes. Donc, les 2 cadres techniques, le bachelor, c'est l'équivalent d'un cadre technique, encore une fois, hein, il n'y a pas de différence. On me pose souvent, pourquoi bachelor? Je répète, hein, c'est parce que ce sont des gens qui vont travailler
très souvent à l'étranger, et que le terme cadre technique, technicien supérieur ne parle pas à nos collègues européens ou du monde. Hein. Et donc, par contre, le terme bachelor est quelque chose qui est bien connu. D'ailleurs, vous remarquerez que la suppression de l'IUT donne lieu au BUT, c'est-à-dire le bachelor université technologie. Donc, on a été copié. Alors, le programme, comment est-ce qu'on établit notre programme d'enseignement? Eh bien, comme on veut former des professionnels qui sont capables d'intégrer une entreprise à la sortie de leur stage, à la sortie de leur formation, donc on adapte ces formations de manière continue en fonction des échanges que nous avons avec les professionnels. Alors, les professionnels avec qui on peut avoir des échanges de mails, de courriers, mais aussi avec des contacts à travers des réseaux de travaux, des réseaux de recherche, ou par les anciens étudiants qui viennent nous voir régulièrement. Donc, quels sont les atouts de nos formations? Enfin, ce qu'on pense, nous, être les atouts. Le fait que chacun d'entre nous ici est pluridisciplinaire, donc apporte son point de vue sur les sciences et techniques de la mer, un point de vue différent. Donc, ça nous permet de faire un enseignement très diversifié. Et donc, on appartient tous à des réseaux de recherche, c'est-à-dire des associations d'universités, des associations avec des grands organismes de recherche, ou avec des sociétés privées de taille plus petites. Donc, on s'appuie sur notre réseau d'anciens étudiants. On a de très nombreux étudiants qui viennent redonner des cours chez nous. Donc ça, on apprécie beaucoup, parce qu'ils savent exactement qu'est-ce que attendent les étudiants par rapport à ces formations, et ils savent exactement quelles sont les formations qu'ils doivent dispenser à nos étudiants à l'instant T. Donc, on va aussi chercher, parce qu'on a besoin de l'imprimature de grands organismes de recherche. Je peux citer le CNRS, l'IFREMER, le CHOM, hein, le service hydrographique de la marine. Tous les grands organismes de recherche ont des collaborateurs qui viennent faire cours chez nous. On a aussi des collaborateurs qui viennent de compagnies privées, qu'elles soient françaises ou étrangères. Donc tout ça, ça nous amène à avoir des enseignements uniquement professionnalisants. L'objectif pour nous, c'est que nos étudiants soient suffisamment bien formés pour être recrutés directement en CDD ou en CDI, quand c'est possible, à la sortie de leur formation. Donc, nous n'envisageons pas des continuités d'études. Le CNAM Techmer n'a pas pour vocation de se remplacer l'université, c'est-à-dire le grade de licence de l'université, pour permettre un accès au master ou aux écoles d'ingénieurs. Certains étudiants de chez nous qui sortent de chez nous diplômés le font, mais c'est vraiment pas la voie que nous, l'équipe pédagogique, privilégions. Bien. Donc, comme on fait des formations qui sont professionnalisantes, qui ont reçu l'aval de nombreux organismes recruteurs, eh bien, on a des offres d'emploi en quantité suffisante pour passer dans un temps relativement court les étudiants qui acceptent de se déplacer un petit peu, c'est-à-dire ne pas rester là où ils ont vécu jusqu'à présent ou sur un site particulier. Et donc, là, on n'en a que quelques-unes, hein, donc ça montre la diversité. Vous voyez, aménagement du littoral, le traitement de la bathymétrie, c'est-à-dire des profondeurs des océans, aquariologiste plongeur, assistant de recherche, c'est-à-dire qui travaille un petit peu dans une équipe de recherche pour faire les prélèvements et les analyses, observateur des pêches, j'y reviendrai tout à l'heure, et technicien ROV, c'est-à-dire Remote Operating Vehicle, c'est-à-dire en fait des engins qui sont téléguidés dans la masse d'eau. Bien, donc je vais vous présenter maintenant les trois formations de manière un peu plus détaillée. Et on va commencer par PVRM, donc production et valorisation des ressources marines, essentiellement biologiques. Donc, voilà comment ça se passe. Les 3 années donc comptent le même volume horaire, donc c'est-à-dire 6 heures qui donnent chacune droit à 60 crédits. Donc les crédits qu'on appelle aussi les ECS quand on parle britannique. Donc 60 crédits, puisque 10 heures font à peu près un crédit. La première année, il y a 2 objectifs pour la première année. Le premier objectif, c'est de mettre tous les étudiants à niveau de terminal S moyen. Et donc, vous vous rappelez qu'on recrute des bacs techniques, des bacs pro, et même certains bacs S ont besoin d'une petite deuxième couche, je dirais. Et donc, il y a un petit peu de maths, un petit peu de physique, un petit peu de chimie. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les bases. Et dès la première année, on est immergé dans le grand bain avec des cours en océanographie. Océanographie géologique, océanographie chimie, océanographie physique, etc. L'océanographie physique, pour ceux qui s'inquiètent de voir physique, c'est tout ce qui tourne autour des courants, la marée, la houle, tout ce qui est déplacement de la masse d'eau, déplacement des sédiments. La deuxième année est déjà beaucoup plus technique, puisque là, on consacre cette deuxième année à l'apprentissage, je dirais, des techniques de mesure et des techniques de prélèvement. Donc la deuxième année, c'est 600 heures aussi, c'est beaucoup plus pratique. La troisième année est encore plus pratique, et alors là, avec les spécialisations qui amènent aux principaux métiers
qui sont possibles pour nos étudiants diplômés. Je vais y revenir tout de suite. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est après avoir une première année fait une mise à niveau et une immersion dans l'océanographie. Deuxième année, les outils. Troisième année, spécialisation. Donc, on arrive à une formation qui est vraiment professionnalisante, ok, et qui permet de travailler dans différents grands domaines comme les ressources biologiques, comme les biotechnologies marines, comme l'halieutique. Alors, l'halieutique, c'est tout ce qui tourne autour de la pêche. La culture, qu'elle soit animale et végétale, hein, c'est-à-dire les algues. L'aquariologie, donc ça, c'est une spécificité de notre formation. Beaucoup d'étudiants qui travaillent dans ce domaine-là. Et en fait, aussi, on peut avoir des étudiants qui travaillent dans la transformation des produits de la mer, que ce soit pour des produits de beauté, pour des microalgues, pour des carburants, ou simplement pour la transformation de produits de l'aquaculture. Alors, quels sont nos plus par rapport à une année classique à l'université? Donc, comme vous avez pu le voir, on a des enseignants qui sont spécialisés dès la première année. Donc, il y a la moitié de l'enseignant qui tourne autour de l'océanographie. On a une pratique, on appelle professionnalisante, mais qui représente plusieurs approches. Les travaux pratiques et les travaux dirigés, qui représentent plus de la moitié des enseignements. On a en plus un projet tutoré en troisième année, c'est-à-dire c'est un projet technique, hein, comme c'est indiqué, qui est confié à un ou deux étudiants. Donc, ils ont une centaine d'heures d'année pour réaliser sous la tutelle d'un enseignant-chercheur ou d'un technicien de chez nous. Donc, ils ont une centaine d'heures pour réaliser leur projet et ça termine par soutenance orale et la réalisation d'un rapport. Il y a 2 stages professionnels. En deuxième année, un style ouvrier avec 8 semaines. En troisième année, c'est un stage de spécialisation. Donc là, généralement, l'étudiant sait à peu près ce qu'il veut faire et donc on profite de ce stage pour valider, enfin l'étudiant profite de ce stage pour valider son désir de travailler dans une branche ou l'autre. Voilà. Donc les plus, c'est aussi, comme vous l'avez pu le voir, les nombreux échanges que nous avons avec les professionnels du secteur et un petit plus, la possibilité pour les étudiants de passer 2 permis, le permis côtier et même le permis hauturier, c'est-à-dire qu'il peut d'aller un peu plus au large. Alors, quelles sont les compétences qui sont acquises dans cette formation? Donc, tout d'abord, ce sont des bases scientifiques, hein, vous l'avez vu en première année, et puis en deuxième année, et en troisième année. À chaque fois, on revient avec des bases de plus en plus pointues, si j'ose dire. En deuxième et troisième année, donc là, on travaille beaucoup plus les techniques d'analyse, donc là, dans les différents domaines dont je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis, on doit aussi travailler sur tout ce qui concerne l'échantillonnage, c'est-à-dire le prélèvement d'échantillons, que ce soit en laboratoire, ça peut être dans des bassins d'aquaculture, mais ça peut être aussi en mer. Bien, alors, quels sont les métiers qui peuvent être abordés par nos étudiants? Donc là, on a pris des métiers qui étaient occupés par nos étudiants, avec des petites images sur la gauche qui vous montrent, par exemple, là, un élevage de bars. Hein. Donc, l'objectif, là, c'est de passer des alevins jusqu'à des bars de grande taille, de vérifier la nourriture, la santé, etc. de ces bars. Deuxième petite photo, là, vous avez tout ce qui tourne autour de l'identification. Ici, c'est un poisson, ça doit être une roussette. Et puis en dessous, ça montre un petit peu l'importance des cours et des débouchés en aquariologie, avec un aquarium qui est mis en place par les étudiants dans le cadre de leur TP. Donc, si je reprends les métiers qui sont indiqués ici, on a les cadres techniques aquacoles, c'est tout ce qui tourne autour de l'aquaculture. Hein. Alors, cadre technique, hein, c'est la même chose bachelor, c'est la même chose que technicien supérieur, mais c'est la nouvelle nomenclature. Donc, aquacole, c'est donc tout ce qui tourne autour de l'aquaculture. Observateur des pêches, donc là, ce sont des gens qui ont des bateaux pour vérifier que ce qui est pêché, c'est bien la bonne espèce, pour noter la quantité de poissons pêchés et voir quelles sont les pêches, les poids qui sont pêchés et qui n'auraient pas dû l'être. Donc c'est en fait pour ça qu'on l'appelle observateur, je dirais, c'est un contrôleur des pêches. Donc on peut aussi travailler en laboratoire, hein, comme je vous l'ai dit, quelle que soit l'option qu'on choisit, halieutique, algo, biologie, microbo, etc. Il y a des travaux en laboratoire qui sont faits. On peut être aquariologiste, c'est-à-dire mettre en place et assurer le suivi d'aquarium. Phytotechnie, c'est tout ce qui tourne autour des algues, des microalgues jusqu'aux macroalgues. Et puis, on a aussi, bien évidemment, une approche sur la qualité des produits de la mer, puisque là, on travaille sur du biologique, il faut accorder une grande importance à la qualité de ces produits. En dessous, on a quelques exemples d'employeurs. Donc, on les a choisis un petit peu pour montrer que vous avez IFRER, c'est donc ce que je vous disais, un grand organisme de recherche. Ciné, c'est une société de services, donc qui répond à des appels d'offres. Et puis, vous avez tout ce qui tourne autour de l'élevage, alors les ponts du soleil, les closeries, les aquariums, fermes marines, tout ça, vous comprenez bien que ça tourne autour de l'aquariologie et la culture. Bien, donc ici, vous avez la possibilité de suivre 2 petites interviews d'étudiants qui travaillent, qui ont été diplômés de cette formation. Il y en a un, comme vous le voyez, qui travaille en Nouvelle-Calédonie et l'autre qui travaille à Brest, à Ifremer.
Et donc, en cliquant sur les liens qui vous sont donnés, vous accéderez à ces interviews qui ont été faites par des étudiants qui sont actuellement dans nos formations. Deuxième diplôme, donc le GEM, donc Génie de l'environnement marin, avec, comme vous le voyez sur les petites photos en dessous, une formation qui amène les étudiants à travailler pour la moitié du temps, je dirais, en laboratoire, et pour la moitié du temps sur le terrain. Comme vous le voyez sur la diapositive de droite, d'accord, où ils font des prélèvements qui sont destinés à des analyses pendant les travaux pratiques. Et puis au milieu, bon là, on peut aussi rêver, mais il y a des étudiants qui travaillent dans cet environnement-là aussi. Donc, l'organisation, je vais aller très vite là parce que c'est la même que celle du PVRM. Donc, première année, les bases, deuxième année, soutien analytique. Il y a de très nombreux cours qui sont communs entre GEM et PVRM. Par contre, la troisième année se différencie complètement avec là aussi des spécialisations. Donc, forcément, puisque ce sont des formations différentes, les spécialisations sont différentes. Vous voyez qu'on travaille beaucoup plus à la fois sur les études d'impact, la protection de ce qu'on appelle les écosystèmes et l'aménagement du littoral. Alors, donc, on a là deux grands types de débouchés dans cette formation, ce qui tourne autour du contrôle de la qualité des eaux. Donc, la qualité des eaux, ça peut être la salinité, la température, la turbidité, l'oxygène, etc. Hein. On a aussi tout ce qui tourne autour des études d'impact des activités anthropiques, c'est-à-dire que l'homme intervient sur le littoral, donc chaque intervention humaine amène des éléments, je dirais, c'est-à-dire modification de l'environnement. Et donc, les étudiants diplômés de GEM travaillent sur comment éviter ce genre de désagréments ou comment pallier ce genre de désagréments. On en revient à la même chose ici, mais c'est un petit peu plus spécifique. Protection et aménagement du littoral. Ce sont des gens qui travaillent, par exemple, avant de mettre une digue ou avant de construire un bassin dans un port, etc. Et donc, c'est eux qui sont amenés à participer aux études, à faire des prélèvements, à faire des analyses. Ce ne sont pas des ingénieurs, je vous le rappelle, hein, ce sont des cadres techniques, donc des Bac+3, qui sont amenés à travailler sur le terrain et en laboratoire. Donc, préservation des écosystèmes marins, c'est un corollaire de la protection et l'aménagement du littoral. Hein. Pourquoi est-ce qu'on veut aménager le littoral? Eh ben, c'est pour le conserver. Pour le conserver parce qu'il y a des hommes qui habitent à proximité de ce littoral, mais surtout parce qu'il y a des écosystèmes qu'on essaye de protéger. Donc, ça parle de biodiversité essentiellement. Et bien évidemment, la lutte anti-pollution, hein, ça il faut savoir déterminer s'il y a pollution ou pas, quel type de pollution, d'où elle vient et où elle va. Okay, de manière à prévoir éventuellement des solutions de pallier cette pollution. Bien. Alors, les plus, donc, on rejoint tout à fait formellement, donc je vais y passer vite. C'est la même chose pour la formation PVRM. On retrouve la même quantité de travaux pratiques, l'existence d'un projet tutoré et les stages professionnels en deuxième et troisième année, ce qui fait à peu près 28 semaines de stage. On a bien évidemment les échanges avec les professionnels et puis là aussi, le passage des 2 permis. Alors, les compétences ici sont liées essentiellement à 2 grandes approches. L'écosystème marin, c'est-à-dire ça tient compte à la fois de l'eau, de la biologie et du sédiment, et l'aménagement du littoral qui tient compte plutôt du littoral en tant qu'entité physique, c'est-à-dire les plages, les quais, les ports, etc. Et donc, c'est plutôt à voir comment est-ce qu'on peut sauvegarder ce littoral actuellement dans un contexte de variation du niveau marin, avec un niveau marin qui monte très très vite, et donc ce qui fait que les littoraux sont sujets à de forts phénomènes d'érosion à certains endroits et à des commandés à d'autres endroits. Voilà. Donc, encore une fois, ce sont des techniciens, des cadres techniques qui prennent des mesures sur le terrain, qui font des prélèvements et qui après, donc, en laboratoire, utilisent les résultats, hein, et donc, à partir de là, proposent des solutions aux ingénieurs qui travaillent dans leurs équipes. Bien. Et donc, bien évidemment, comme vous avez vu, il y a donc l'acquisition de données. Donc, l'acquisition de données, ça veut dire qu'il y a des données à traiter, donc il faut maîtriser donc ce traitement. Donc, il faut faire un petit peu de statistique, un petit peu d'informatique, de traitement des données avec les logiciels les plus basiques de traitement de données. Alors, les exemples de travaux. Donc, encore une fois, les photos à gauche sont là pour vous montrer que c'est une formation pluridisciplinaire qui a des débouchés qui peuvent être très variés en pourcentage. Vous avez en haut du travail sur le littoral, vous avez au milieu du travail embarqué, et vous avez en bas du travail en laboratoire. Il s'agit là d'un élevage de bactéries pour tester le type de bactéries qu'on a dans le milieu. Voilà. Et donc, on peut regrouper ces emplois en fait en 2 grandes parties. Une partie qui tourne autour de la pollution, c'est le premier point que vous avez en haut, et une deuxième partie qui tourne plutôt sur l'aménagement du littoral, tout en tenant compte, bien évidemment, de l'environnement marin. On ne peut pas faire un aménagement du littoral raisonné si on ne tient pas compte de tout ça autour, c'est-à-dire de l'environnement et aussi des écosystèmes.
Alors, les personnes qui embauchent nos étudiants, on retrouve Ifremer, bien sûr, mais on trouve aussi là les grands organismes de recherche dont je vous ai parlé, le CNRS, l'IRD, le Muséum national d'histoire naturelle, et puis des universités, et des sociétés de services comme Créocéan, ou encore un grand organisme comme le CHOM, qui est le service hydrographique de la Marine nationale française. Bien. Donc là aussi, on a réussi à trouver deux étudiants qui présentent des profils très différents. Vous en avez un qui est du côté de Perpignan, Gilles, qui est ingénieur d'études au CNRS, puisqu'il a progressé après sa formation dans le cadre de son emploi CNRS, et donc qui a fait de sa passion, c'est-à-dire la plongée sous-marine, son métier. Donc suivre son interview est intéressant pour ça. Et le deuxième travaille en Martinique, donc sur un CDD d'1 an, mais donc vous aurez aussi, vous voyez qu'il est technicien en physico-chimie, c'est-à-dire qu'il est plutôt de la partie analyse, prélèvement sur le terrain et analyse en laboratoire. Troisième formation que nous proposons aux candidats, donc le bachelor océanographe prospecteur, donc qui va travailler dans des domaines, lui, un petit peu différents. On a mis comme exemple ici des travaux qui sont autour des énergies marines renouvelables. Donc il s'agit de faire une étude de préalable à l'implantation des structures, une étude pendant l'exploitation de ces structures et une étude après le fait qu'on ait enlevé ces structures et de voir en combien de temps le sol marin revient à son état naturel. Au milieu, vous voyez que vous avez aussi du travail sur le terrain, mais un peu plus physique. Il s'agit là de faire des mesures d'altitude, de faire des modèles en 3D des dunes qui sont dans la région étudiée. Et puis, ça se rapproche beaucoup du géomètre topographe, en fait. Et puis à droite, vous avez une épave d'un bateau qui fait 120 mètres de long, qui a été cartographié pendant nos travaux pratiques en mer, grâce aux moyens de la flotte océanographique française et d'un sondeur multifaisceau qui nous a été prêté par une société qui embauche nos étudiants et qui voulait optimiser leur formation. Bien, alors là, j'ai repris, il a exactement la même organisation. En première année, on focalise un peu plus. Donc, bien évidemment, il y a les bases scientifiques, mais on a rajouté quelques petites spécificités par rapport aux formations précédentes. On a toujours l'océanographie, bien sûr, mais on focalise un peu plus sur la géologie, parce qu'on a besoin de savoir ce qu'il y a en surface, à l'interface entre l'eau et le fond, mais aussi ce qu'il y a dessous cette interface. Et donc, on a besoin de un peu plus de compétences en traitement de données. En deuxième année, donc là, on travaille sur les outils qui permettent de prospecter, donc à la fois la masse d'eau et les fonds marins. Et une troisième année, c'est une nouveauté pour ceux qui vont rentrer maintenant et ceux qui sont actuellement en deuxième année. Donc la troisième année aura lieu en Belgique, ce qui nous permettra d'obtenir, pour que nos étudiants obtiennent une qualification internationale en hydrographie. Donc, on forme dans les domaines appliqués, bien évidemment. Alors, je reprends un petit peu ça. Les énergies marines renouvelables, donc on a pas mal de débouchés là-dessus. Les travaux sous-marins, bien évidemment. Pose d'un pipeline, par exemple, la pose d'un câble téléphonique. La recherche de ressources minérales. Alors, c'est essentiellement la recherche de granulats en mer. Plus personne n'a des carrières pour avoir des matériaux de construction, donc on est obligé d'aller en chercher en mer. Donc, une petite activité de ça à nos étudiants, c'est d'aller rechercher ces granulats. Mais ça peut être aussi du pétrole qu'on va chercher et qu'on va pas exploiter, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des étudiants qui vont se placer sur des plateformes. Par contre, on va avoir des étudiants qui vont déplacer ces plateformes pour les mettre à l'endroit choisi. Donc, on a aussi des étudiants qui travaillent un peu plus en physique et sur des capteurs, et donc ils sont amenés à travailler dans des équipes qui mettent au point de nouvelles façons de mesurer de manière plus précise et plus rapide. Et puis enfin, donc on a des gestionnaires de données océanographiques. Toutes ces données qui sont acquises, il ne faut pas les perdre. Donc il faut ce qu'on dit, on dit les bancariser. On a pas mal d'étudiants qui s'occupent de gestion de bases de données, qui font de l'acquisition et qui, dans leur équipe, dans l'entreprise, s'occupent de cette gestion. Vu leur formation pluridisciplinaire, ils sont capables de comprendre les aboutissants de ces différentes données, et donc de les valider ou de les invalider. Alors, nous avons fait, vu que je vous l'ai dit, la formation du bachelor. Alors ça, c'est l'ancienne organisation. L'objectif pour nous, il était double quand on a travaillé avec nos collègues britanniques. C'est que nos étudiants passent 1 an en Grande-Bretagne pour se former le mieux possible en langue anglaise. Et deuxièmement, les employeurs aiment bien quand les étudiants se sont confrontés à l'étranger avant d'être embauchés. Parce que ça montre qu'ils sont capables de se confronter à un milieu un petit peu différent de celui qu'ils connaissent depuis leur tendre enfance. Et donc, la première année était chez nous. On a envoyé les étudiants à Southwest, donc au Pays de Galles, pendant 1 an. Donc, ils étaient inscrits là-bas, ils suivaient les cours en anglais. Et troisième année, retour à Intéclair pour apprendre les techniques professionnelles, les plus professionnalisantes. Bien, comme vous le savez, on a quelques petits soucis avec nos collègues britanniques. Le premier souci, c'était l'audit. Donc, avec tous les problèmes de papier, de visa, de passeport qu'on supputait arriver et puis qui arrivent petit à petit.
Le Brexit a été l'origine d'un changement de la politique sociale du Pays de Galles. Alors à l'époque, le Pays de Galles avait refusé de suivre l'Angleterre et d'augmenter les frais de scolarité jusqu'à 6 600 €. Donc, nous permettait à nos étudiants d'avoir une bourse du gouvernement gallois. Donc là, maintenant, le Brexit, le gouvernement gallois a changé de politique sociale. Ils veulent privilégier, évidemment, les étudiants britanniques. Et donc, pour ça, ils n'ont plus de bourse et ils ont augmenté les frais de scolarité qui passent, comme vous le voyez, à 11 000 € l'année. Donc là, c'est les premiers critères qui nous ont fait dire on ne peut pas continuer comme ça, malgré tout l'intérêt qu'on avait de travailler avec nos collègues britanniques. Deuxième problème, c'était la nécessité pour nous de permettre à nos étudiants d'obtenir une qualification internationale en hydrographie. Et ça, c'est un retour de nos collègues professionnels qui nous ont dit, bon, jusqu'à présent, les intecmériens étaient privilégiés, mais maintenant, de plus en plus, l'assurance qualité des travaux faits demande une certification d'hydrographie. Donc, on a pris en compte tous ces critères et on a modifié notre offre de formation en mettant les 2 années à intecmère en première et deuxième année. Donc, on a été obligé de chambouler un petit peu nos enseignements, mais bon, on y est arrivé. Et la 3e année, comme vous voyez, sera réalisée en Belgique, à l'université de Gand et surtout à l'école supérieure de navigation d'Anvers, qui est une école qui forme tous les officiers mariniers de Belgique. Et donc, les cours seront en anglais, bien sûr. Et l'avantage de faire ces cours, c'est que Gand et Anvers se sont associés pour obtenir une certification internationale en hydrographie. Et nous, que nos étudiants participent à cette association, nos étudiants auront la possibilité d'obtenir cette certification qu'on appelle 4B. C'est un acronyme qui veut dire catégorie B. Les catégories A sont les ingénieurs, catégorie B sont les cadres techniques. Et OHI, ça veut dire Organisation hydrographique internationale, ou en anglais IHO. Alors, quels sont nos plus si on essaie de vendre un peu cette formation? Comme vous voyez, on est nous aussi spécialisé en milieu marin, c'est-à-dire quand on part du bachelor. La première année, on a une pratique professionnalisante qui est très importante puisqu'on a plus de 60% d'enseignement qui est en TPTD. On a des sorties en mer sur des moyens techniques de la FOF. Alors la FOF, c'est la flotte océanographique française qui met à notre disposition pendant 2 séances par an un bateau de cette flotte. Et donc, on a environ 3 ou 2 sessions, ça dépend des années, et environ 15 jours de mise à disposition du navire. Bien évidemment, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, à cause de Covid, qui nécessite des précautions importantes. Et donc, en ce moment, c'est un petit peu réduit, mais dès que la Covid ne sera plus un problème, ce que j'espère, on pourra revenir à des durées d'embarquement de cet ordre-là. En plus de ces moyens techniques, de ces travaux pratiques, alors les moyens techniques, c'est-à-dire que quand on a besoin de matériel, eh bien, on le demande à la flotte océanographique française. Par exemple, en mars, on va faire une sortie mer avec un sonar latéral. Donc, on aura le matériel. Le sonar latéral, c'est un site acoustique qui permet de faire une cartographie des fonds. C'est utilisé en particulier pour faire des recherches des pâtes. Et donc, il y a à disposition par FOF et avec 2 techniciens spécialisés qui viennent encadrer nos étudiants en plus de nous. Bien, donc, bien évidemment, on a des échanges nombreux avec les professionnels, puisqu'on en a plus d'une trentaine qui interviennent dans notre enseignement. Une année à l'étranger, donc ça c'est très très bien vu par les entreprises, et les enseignements en langue anglaise, puisque c'est en Belgique. Tous les enseignants sont certifiés enseignants en anglais, et donc tous les cours seront à faire en anglais. On aura à la fin, pour les étudiants qui réussissent, une certification internationale, ça veut dire qu'elle sera reconnue dans le monde entier pour une catégorie B. Les stages professionnels, c'est minimum 32 semaines, on peut aller jusqu'à 40, et bien évidemment, les étudiants, c'est un minimum, pas de permis côtier et hauturier. Alors, là, qu'est-ce qu'on apprend? Quelles sont les compétences, les blocs de compétences? C'est tout ce qui tourne autour de la géologie marine et d'un masse d'eau. D'accord? On a des compétences dans différentes approches techniques. La bathymétrie, mesure des profondeurs, géophysique, mesure par acoustique, mesure par gravimétrie, etc., de différents phénomènes. Le positionnement, parce qu'il faut bien évidemment se positionner en mer. Si on prend des mesures, nos étudiants sont capables, en utilisant le bon matériel, de se positionner au centimètre en X et Y. Et à moins de 10 cm Z, ils apprennent ça. Des mesures de physique des paramètres de la masse d'eau. Donc, on va faire du génie comme GEM. On va plutôt travailler sur les courants, les marées, la houle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, dans le cadre des travaux précédents. Si vous avez beaucoup de marées, vous pouvez mettre une hydrolienne. Si vous avez beaucoup de vent, vous pouvez mettre une éolienne. Donc ça, c'est des travaux qui sont faits aux étudiants. Alors, bien évidemment, à partir de là, il faut savoir traiter des données, ce qui fait que c'est un peu différent par rapport aux informations. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur de l'ordinateur. Puisque vous voyez, on doit faire du SIG. Alors le SIG, c'est le système d'information géographique.
C'est en fait l'élaboration de cartes à partir des données que vous avez mesurées et qui sont géoréférencées par un GPS ou par autre chose. C'est soit du SIG, soit du dessin assisté par ordinateur, ça s'appelle du DAO, ça dépend des entreprises dans lesquelles on travaille. Il y a des bases de données, comme je vous le disais, il faut enregistrer les données, il faut les sauvegarder pour la suite. Tout ce qui est acquis, surtout pas le perdre, ça peut toujours servir. Donc il faut acquérir, c'est ce qu'on propose aux étudiants, des bases de programmation en utilisant un langage qui est connu un petit peu partout maintenant, c'est un langage qui développe fortement, qui est le Python. Et bien évidemment, il faut aussi utiliser le logiciel. Quand vous mesurez des milliers de pointeurs, ben, c'est pas avec Excel, avec n'importe quel logiciel que vous allez pouvoir traiter ces données-là. Donc il faut prendre ces différents logiciels. Et là, on est d'accord avec des gens qui ont conçu ces logiciels et qui nous prêtent des licences dans la formation de nos études. Voilà. Alors, quels sont les métiers? Donc, difficile souvent de traduire, parce que très souvent, comme je vous disais, les noms des métiers sont en anglais, mais voilà, c'est pour ça qu'on a gardé surveilleur. Surveilleur, ça reprend un petit peu tout. Et quand vous postulez, vous êtes surveilleur, donc ça veut dire que vous êtes capable de faire un peu de tout. Vous êtes peut-être spécialisé en hydrographie. Hydrographie, je vous le rappelle, c'est tout ce qui concerne la mesure des profondeurs et la géolocalisation de vos mesures. Navigateur, navigatrice, donc c'est là les gens qui sont spécialisés dans le positionnement de données. Ça peut être par exemple, comme vous voyez dans la photo du milieu, le positionnement d'un sous-marin. Donc pour ça, il faut avoir des systèmes sous la mer qui positionnent en X, Y, Z le sous-marin, donc on sait où il est passé. Ça peut être des opérateurs, opératrices. Donc évidemment, quand on a une opératrice, vous voyez této féminin, c'est pas pour faire genre, c'est tout simplement parce que c'est des métiers qui sont aussi bien ouverts aux hommes qu'aux femmes. Hein. Donc on peut aller poser des câbles. Donc poser des câbles, il y a un dernier, vous avez peut-être vu que Google a placé un câble entre la France et l'Amérique. Donc Google aura son propre câble qui va partager avec Amazon. On peut être cartographe, c'est-à-dire rendre des documents où on a les informations qui sont représentées. Alors cartographe, on fait des cartes sur le papier bien sûr, mais généralement on rend des documents numériques. L'analyste de données physiques, oui, donc ça veut dire des données à la fois de quoi est constitué le sous-sol, y a-t-il des failles, des plis, est-ce qu'il y a des séismes dans le coin, bon, voilà. Pilote de ROV, voilà, opérateur, vous avez un exemple à gauche, hein, un ROV. Puis vous avez les AUV aussi. Alors les AUV, ce sont des appareils ce sont des drones qui sont dans la masse d'eau, okay, qu'on peut programmer, on peut suivre avec un fil, ça dépend. C'est comme les petits engins radio-guidés ou téléguidés qu'on offre aux enfants à Noël ou aux anniversaires. Et pas que c'est pas le même prix. On peut être aussi technicien ou technicien en instrumentation. Vous avez un exemple en bas à gauche. Le corps allongé, là, ce qui ressemble à une petite torpille, c'est un sonar latéral. Et vous avez quelqu'un qui a démonté la partie électronique pour tester cette partie électronique, pour voir si elle fonctionne ou pas. Donc, dans la partie, il recrute nos étudiants. Donc, si vous regardez, si je les prends en détail, vous voyez que vous avez Boskalis, par exemple, qui est un dragueur, qui est une société belge. Vous avez Yann Null, qui est juste en dessous, qui est aussi un dragueur. Vous avez des sociétés beaucoup plus petites. Hein. Alors, Boskalis, ça fait partie des leaders mondiaux du dragage. Vous avez GIFMAR. Alors, GIFMAR, tout ce qui est spécialisé en AUV et ROV. Vous avez Semantic ETS, qui est spécialisé, c'est une société de service qui peut répondre à tout un tas de demandes, mesures de courant, mesures de houle, cartographie des herbiers de posidonie, d'une espèce invasible, des choses comme ça. Alda Marine, c'est de la pose de câbles. Le CNRS, bon, c'est plutôt orienté recherche. COMEX, bon, tout le monde, je pense que vous connaissez. Voilà, donc ça, c'est les personnes qui nous aident à construire notre programme pédagogique, mais qui recrutent aussi nos étudiants, d'accord, et qui nous font confiance. Alors, ici aussi, donc, on a mis en place deux interviews. Le premier, comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui travaille comme hydrographe, c'est-à-dire mesure des profondeurs, qui travaille dans le port maritime de Dunkerque. Le port maritime de Dunkerque est un port qui s'envase, et donc régulièrement, il faut draguer le port, et donc le port a des hydrographes qui font des mesures régulières de la profondeur d'eau, pour permettre aux ferries de rentrer dans le port. Donc ça, c'est un travail que font nos étudiants en bachelor. Et vous avez Maxence, qui est à LDA, d'accord, Louis Dreyfus Armada, qui lui fait de la pose de câble partout dans le monde. Ah. Alors, comment est-ce qu'on peut accéder à ces formations? Donc, il y a deux façons d'y accéder. Quand on est lycéen ou étudiant, c'est-à-dire qu'on est en formation initiale, ou l'autre voie, c'est ceux qui ont arrêté, qui ont travaillé ou pas, mais qui ont arrêté les études depuis quelque temps, et qu'on va considérer comme formation continue. Alors, quand on est en formation initiale, c'est juste un rappel, c'est indiqué sur le site web. Donc, la première phase, c'est actuellement, il faut faire associer avec mes CVE, d'accord? Donc, ça, c'est assez classique, c'est pour toutes les formations. Deuxième information, hein, il faut vraiment valider ses vœux le 8 avril, parce qu'après, ce sera trop tard. Et donc, nous, on aura entre le 8 avril et le 27 mai pour traiter vos dossiers. Je vais vous expliquer comment on fait pour les traiter. Et donc, vous aurez à partir du 27 mai une information sur le fait que vous êtes en liste principale, en liste
secondaires, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement, s'il y a des désistements, être rappelé, ou que votre dossier n'a pas été pris en compte pour une admission. Okay. Et donc là, évidemment, si vous êtes dans le premier cas, il faut absolument répondre à la proposition rapidement, parce que si on voit qu'il n'y a pas de réponse, eh bien on passe à la liste d'attente. Donc à partir du 6 juillet, j'espère que tous ceux qui voudront postuler nous auront leur bac. Et donc, après, il suffit de suivre la procédure. Encore une fois, tout est indiqué sur le site internet et ce sera indiqué dans votre dossier Parcoursup. Alors, deuxième cas, vous avez arrêté vos études, vous avez travaillé ou pas, vous êtes considéré comme quelqu'un qui est en formation continue. Il n'y a pas de problème pour rentrer chez nous. Alors, la première étape est la même, formation initiale, donc inscription sur Parcoursup. Et après, il y a deux façons de venir chez nous. Soit vous n'avez pas travaillé, vous avez arrêté vos études, d'accord ? Et pendant quelques mois ou quelques années, vous n'avez pas travaillé, mais vous n'avez pas suivi d'études particulières. Donc, vous faites ce qu'on appelle une VES, une validation de l'enseignement supérieur. Si vous avez travaillé, si vous avez fait autre chose, vous faites une... Alors, il faut avoir travaillé dans le domaine, bien évidemment. Hein. Si vous avez travaillé à McDo, ça va pas marcher pour faire une VAE, qui est une validation des acquis de l'expérience. Hein. Vous vous rendez bien compte que pour faire hydrographe, le fait d'avoir travaillé à McDo, ça ne vous apportera pas grand-chose. Donc, il y a deux façons, hein. Soit vous êtes encore, vous avez travaillé, soit vous avez travaillé dans le domaine. Donc, il faut s'adresser à notre service de la scolarité, donc qui veut vous guider sur une VES ou sur une VAE. D'accord ? Et 2 fois par an, on se réunit ici à Intecmer, donc à Cherbourg, et on regarde les dossiers qui sont présentés, et on regarde si ce dossier peut prétendre à une VES, et dans ces cas, quelles sont les unités d'enseignement qui ont été obtenues par le candidat et qu'on peut considérer comme équivalentes aux nôtres. Dans ces cas-là, ils n'ont pas à suivre ces formations dans le cursus à Intecmer. Et donc ces deux commissions, donc ont lieu en novembre et mars. Donc il faut bien avoir ces dates-là en tête. Ce serait dommage de les rater parce que là, vous voyez, on perd quelques mois quand même. Donc bien évidemment, notre service de la scolarité se tient à votre disposition pour des démarches de VES ou de VE parce que c'est pas toujours obligatoire, très simple. Et donc, si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à vous adresser à notre scolarité. Vous avez le mail qui est là, qui est affiché aussi sur notre site internet. Alors, comment est-ce qu'on recrute nos étudiants? On en a à peu près 10 fois trop. Il y a 10 fois plus de candidats, enfin avant le Covid, bon, il y avait 10 fois plus de candidats que de places. Donc là, on est obligé de sélectionner des étudiants. On ne pourrait pas en prendre plus. C'est pas qu'on est limité, c'est qu'on est élitiste, c'est qu'on a des salles qui permettent d'accueillir que 19 personnes. Si vous avez un enseignant, ben, il en reste plus que 18. Et là, on en recrute 14. On se laisse un peu de place pour des étudiants qui vont de la VES ou pour éventuellement 1, 2, 3 redoublants. Donc là, ça nous limite, nous, à un recrutement, je dirais, frais, de nouveaux étudiants à une quatorzaine. Donc, on a 12 points qui sont donnés sur les résultats scolaires. Alors, les résultats scolaires, c'est pas que la note qui compte, c'est la note par rapport à la moyenne de la classe, hein, parce qu'il y a des lycées qui notent plus ou moins durement. Donc, on compare les deux. On ne fait pas ça de manière purement, je dirais, statique, informatique, tout ce que vous voulez. Donc, mais on tient aussi compte des appréciations de vos enseignants. Okay. Donc, pour nous, on cherche quand même à recruter des gens dont on pense que s'ils commencent chez nous, ils vont finir, parce qu'autrement, on n'en aurait plus assez à la fin. Donc, ce sera embêtant pour nous. Et on essaye de trouver des gens quand même qui ont des résultats scolaires corrects. On ne demande pas obligatoirement tout le monde avec des bacs mention très bien, hein, mais il faut avoir des résultats corrects, je dirais. Et il faut aussi avoir un comportement qui permet à la fois de s'inscrire dans le cursus ici chez nous, à Intecmer Cherbourg, mais aussi dans un laboratoire, dans une petite équipe ou sur un bateau. Hein. Donc vivre sur un bateau, c'est quand même pas simple, donc il faut qu'on fasse quand même attention. Et puis deuxième point qui est pour nous au moins aussi important, c'est pour ça qu'on y accorde aussi 12 points. Hein. Donc c'est un projet de motivation. Donc, sur le PowerPoint, là, vous avez une explication de ce que c'est qu'un projet de motivation. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est que le candidat qui postule chez nous, sait ce qu'il veut faire, d'accord, et qu'il nous prouve qu'il sait ce qu'il veut faire. Donc, j'essaye de simplifier au maximum. Hein. Donc, qu'il nous prouve comment? Eh bien, en ayant fait, par exemple, c'est nécessaire, mais c'est par exemple, hein, en ayant fait de la plongée déjà, mais pas simplement de la plongée pendant les vacances, hein, c'est pas ça l'objectif. Hein, c'est de montrer que on fait de la plongée de manière sérieuse. On peut aussi faire de la voile de manière sérieuse, hein, c'est-à-dire qu'on est déjà inscrit dans je vais pas dire dans l'amour, mais dans un milieu maritime, ok, et qu'on sait à peu près ce que c'est que la mer, on sait ce que ça implique, ce que ça impose. Bien, ça peut être aussi des prises de contact avec des professionnels. Par exemple, vous pouvez contacter des universitaires, des chercheurs dans des grands organismes. Certains sont suffisamment sympas pour répondre à vos questions, d'accord.
On peut leur poser des questions sur leur métier, comment ils ont fait, etc. Ça peut être aussi, si vous avez la chance de pouvoir le faire, des stages dans ce domaine-là. Si vous n'avez pas cette chance-là parce que vous devez travailler l'été pour gagner un petit peu de sous et que vous habitez je dis pas où, qui vont vexer, mais en dehors des zones côtières, eh bien, vous devez quand même contacter des entreprises susceptibles de vous accueillir en stage. Et puis, si on vous répond non ou défavorablement, etc., eh bien, vous joignez à la fois votre demande et la réponse. Nous, on est capable de voir que vous avez fait cette demande. Une proactivité, je dirais, du candidat par rapport à qu'est-ce que c'est que le milieu marin, donc il cherche à comprendre ce qu'il veut. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse plus avoir cette journée ici en présentiel, parce que pour les candidats, c'était fondamental. Ils rencontraient des enseignants, bien sûr, mais aussi des anciens étudiants et des étudiants actuels. Bon, mais je pense que notre service de la charité ou sur l'internet, peut-être, je sais pas, parce que je suis vraiment pas au top sur ce sujet-là, mais il y a des groupes Facebook, il y a des choses comme ça, il y a des adresses sur lesquelles vous pouvez discuter avec des anciens étudiants ou des étudiants qui sont actuellement en cours de formation. Donc voilà, encore une fois, hein, donc 12 points sur 12 et 12 points sur 12 pour la motivation. On se croirait dans les sorciers, là, hein, 12 points. Mais ça permet d'équilibrer les deux. Donc, on a insisté auprès de Parcoursup pour avoir un dossier de motivation. N'hésitez pas, si vous avez déjà fait un projet ou un rapport dans le domaine de la mer, n'hésitez pas à le joindre. Bien. Alors, on va passer maintenant à ce qui fâche. Donc, on va commencer doucement dans les figures sur la gauche. Hein. Donc, on a repris une figure en bas. Vous voyez, il s'agit de faire un petit peu ici d'aquaculture. Au milieu, vous avez des analyses de sable, hein, donc en laboratoire. Et puis en haut, vous avez des analyses de carottes. Hein, ce sont des tubes qu'on a enfoncés dans le vent et qui permettent là, ici, dans cet objectif-là, de faire de la paléoclimatologie. C'est-à-dire que là, on essaie de remonter une dizaine de milliers d'années en arrière pour avoir les variations du climat. Alors maintenant, on passe pour de bon aux frais de scolarité. Donc, on est resté de très nombreuses années à 2 900 €. Et bon, il y a une pression de notre organisme de tutelle pour tenir compte de l'inflation, alors de la vraie inflation. Donc là, on va passer à la rentrée là, de 2 900 à 3 150 € par an. Les frais sont les mêmes pour les trois formations. Si vous avez fait une VES ou une VAE qui vous a permis de valider certaines UE, UE c'est unité d'enseignement, hein. Par exemple, l'UE physique, l'UE maths, l'UE bio, par exemple. Là. Et donc, eh bien, vous pouvez vous inscrire qu'à un certain nombre d'UE. S'il vous en manque 5, 6, vous pouvez vous inscrire qu'à ces UE. Et dans ces cas-là, le tarif est de 300 € par UE. En sachant que la première année, il y a une dizaine d'UE. Donc, en Belgique, les frais de scolarité sont un peu plus chers parce qu'on est au tarif Europe. En Europe, hein, tous les frais de scolarité sont de ce niveau-là. Mais c'est quand même plus de moitié moins cher que pour nos collègues britanniques, puisqu'on tourne à 4 500 € au lieu des 11 000 qui sont maintenant demandés aux étudiants qui vont suivre des cours au Royaume-Uni. Alors, quand c'est possible, il y a aussi une vie sociale dans notre établissement. Il faut savoir que c'est un petit établissement, donc on a en tout et pour tout 134 étudiants pour les 3 formations, les 3 années. Et donc, je ne vais pas dire que tout le monde, mais presque, surtout que, comme vous l'avez vu, il y a un environnement qui est propice à avoir des discussions extérieures, en particulier au printemps et au début de l'automne. Mais il y a aussi des zones qui permettent de faire du surf qui sont bien connues, ou du surf ou du kite. Et donc, les étudiants qui sont recrutés chez nous, généralement, ont une de ces passions, la voile, le kite, la planche, le surf. Et donc, on se retrouve dans des groupes et dans des associations qui sont très intéressantes pour les relations humaines. Bien évidemment, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais j'espère que le plus tôt possible, on pourra reprendre cette activité. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que vous avez des questions à poser et je pense que mes collègues vont me les descendre. Ils vont essayer de regrouper les questions identiques de manière à ce que je puisse répondre une seule fois aux différentes questions. Donc, ils ont un étage à monter, à descendre, hein, pardon. Donc, ça va tout de suite. Parce que comme vous avez pu le remarquer, il y en a eu quelques problèmes de liaison. Et donc, j'ai dû changer de place. Et donc,
Bien, a priori, il n'y a pas de questions globales. Je vous remercie encore une fois de votre présence ici. Et le chat reste en route. Moi, je vais couper, puis je vais rejoindre le chat là-haut. Ça attend des questions par chat. Donc, encore une fois, merci et au revoir. Et bon courage pour votre dossier.